Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je suis ici pour vous faire la deuxième partie de mon top lecture 2022. Ce qui est arrivé, c'est que comme d'habitude, c'était un peu longuet, donc j'ai dû séparer en deux. Et là, vous allez avoir aujourd'hui mes tops jeunesse et mes tops graphiques. En fait, non, c'est pas vrai. Je me suis un peu tannée de filmer en plein milieu, puis j'essaie d'arrêter, fait qu'il a fallu que je coupe plein d'affaires. Bref, c'était peut-être pas de temps pour vous autres que j'ai fait ça. Si vous vous souvenez de mes super statistiques, je vais remettre ma vidéo top là, les stats sont au début. Vous savez donc que j'ai pas lu tant de jeunesse que ça cette année et que j'ai pas eu beaucoup de méga full coup de cœur de la mort qui tue en jeunesse. Pour moi, il y a donc deux romans qui se sont démarqués. Je vais commencer par ceux-là parce que je suis gentille et ensuite je vais vous parler de quelques mentions spéciales. J'espère que ça vous convient. Après ça, parce que non, ça sera pas fini, on va passer au graphique. J'ai donc des bandes dessinées, des mangas pour tous les âges et même que je vais essayer de vous tourner des images des bandes dessinées. Croisez les doigts, peut-être que je serai pas tannée en arrivant là. Commençons donc avec mes deux jeunesses préférées. Le premier, je pense pas que ça surprenne personne parce qu'il a été un coup de cœur pour énormément de gens. Il s'agit des Mémoires de la forêt, dont je me rappelle plus de l'auteur, je vais être obligée d'aller voir. Il s'appelle Michael, mais Michael qui? C'est près, j'ai lu ça quand? Il s'agit donc des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est un roman middle grade, ça se passe dans une forêt avec des animaux anthropomorphiques et entre autres, au cœur de cette forêt-là, il y a une librairie qui est tenue par un renard. Ce qui est particulier, c'est que dans cette librairie-là, ce sont des livres qui ont été écrits par les habitants de la forêt. Un jour, arrive dans la librairie une toute petite taupe qui est à la recherche du livre que lui a écrit pour se souvenir, parce que notre petite taupe est atteinte de la maladie de l'oubli-tout, qui est bien entendu un parallèle pour la maladie d'Alzheimer, et il veut se souvenir des événements importants de sa vie et surtout du grand amour de sa vie. Malheureusement, le livre il vient tout juste d'être vendu et le renard et la taupe vont partir ensemble sur la piste de différents indices pour retrouver le fameux livre et les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est mignon comme tout. Si vous voyez l'illustration du dessus, à l'intérieur, il y a plein d'images qui ont été faites aussi par le même illustrateur. C'est super joli. Et c'est surtout une magnifique histoire. Ça parle d'amitié, d'entraide. On voit notre petite taupe qui revisite des endroits qui ont été importants pour lui, qui revoit des gens qu'il a oubliés, mais qui, eux, ne l'ont pas oublié. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Et ce qui est cool, c'est que ça permet de voir que ces personnes-là, qui sont plus âgées, qui vont plus très bien, ils ont déjà été jeunes, ils ont déjà eu un tas de rêves. Et derrière, parfois, ce brouillard d'oubli, ils sont encore tout ça. J'ai trouvé ça magnifique. Et l'auteur, entre autres, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec ces personnes-là et je trouve que ça paraît. C'était extrêmement humain, la façon qu'il y a eu de traiter la maladie d'Alzheimer. Donc, je conseille, le tome 2 sort bientôt. J'ai très hâte de le lire. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Un autre Brooklyn de Jacqueline Woodson. Puis là, plus j'y pense, plus je me demande s'il est bien classé, celui-là, parce que je l'ai vu classé en jeunesse un peu partout. Cette autrice-là, elle a fait beaucoup de littérature jeunesse. Par contre, oui, on a des protagonistes enfants, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être classé et en jeunesse et en adulte. Je vais vous expliquer pourquoi. On a donc une petite fille qui s'appelle Auguste qui arrive à Brooklyn avec son père et son frère. Sa maman n'est pas avec eux, elle n'a pas du tout bien vécu la mort de son frère à elle au Vietnam, et on a cette jeune fille-là qui arrive dans un lieu nouveau, qui est pris derrière sa fenêtre et qui s'ennuie de sa maman et qui ne comprend pas. Puis plus ça va, plus on va réaliser à quel point. Derrière cette fenêtre-là, il y a un trio de jeunes filles qui semblent, elles, extrêmement à leur aise dans ce Brooklyn-là qui lui fait un peu peur. Et si elle va les observer au départ, un jour la fenêtre va se craquer et elle va les rencontrer et elle va lier ses pas aux leurs pour arriver à créer une dynamique, une amitié très forte. On est à la fin de l'enfance, c'est un passage à l'âge adulte. Ce sont 4 jeunes filles noires à Brooklyn qui essayent de devenir des jeunes filles, qui essaient de comprendre qui elles sont et comment elles vont faire leur place dans cet univers-là, qui est, on va se l'avouer, pas toujours fait pour eux. Je trouve que l'autrice a réussi à faire revivre le Brooklyn des années 70, parce que oui, ça se passe dans les années 70, et elle a réussi à créer parfaitement ces amitiés qui sont très intenses de la fin de l'enfance. Vous savez, les BFF, qu'on est sûr qu'on va être amis pour la vie, mais on va voir dans le roman que c'est pas toujours nécessairement le cas. Et c'est dans cet esprit-là que je me dis qu'on est entre le jeunesse et l'adulte, parce qu'on revoit aussi notre protagoniste adulte qui revient et qui se souvient, qui revoit ses amis-là. Du moins certaines d'entre elles. On a donc une partie où on a un regard très enfant et une autre partie où on a un regard sur l'enfance. Donc, on est un petit peu entre les deux. Moi, j'ai
adoré ça. C'était beau, c'était nostalgique, c'était parfois cruel. C'est une autrice que je vais certainement relire. J'ai vraiment aimé ça. Dans mes mentions spéciales, la première mention spéciale, c'est Bunnicula. C'est un tout petit livre pour les premiers lecteurs. Moi, je l'ai lu dans le bout d'Halloween. En fait, ce sont les animaux d'une maisonnée qui voient arriver un nouvel animal, un petit lapin. Sauf que ce lapin a des comportements bizarres et les animaux vont se convaincre que le lapin est un vampire. C'est chou, c'est drôle. On a un lapin qui est extrêmement lapin. Oui, j'ai un lapin dans mon entourage. J'ai un neveu lapin qui a tout qu'un caractère. En fait, il va très bien avec son propriétaire. Mais entre les quiproquos et les animaux qui comprennent tout croche, si vous avez des jeunes lecteurs, pour un truc d'Halloween, c'est vraiment chou. J'ai beaucoup aimé ça. Autre mention spéciale pour ce roman middle grade qui s'appelle Une pincée de magie, c'est de Michelle Harrison. C'est encore une fois extrêmement jeunesse, mais je vous l'ai dit, hein, j'aime les trucs qui sont très jeunesse. Le middle grade, ça me plaît toujours. Probablement parce qu'il y a moins de romance dedans. Ça se pourrait. Et ici, nous sommes sur une île, nous avons 3 sœurs qui sont prises sur cette île en raison d'une malédiction. Et l'une de ces 3 sœurs-là, elle rêve de voyage et d'aventure. Elle décide de partir, mais ça va pas du tout bien aller. Elle va avoir toutes sortes d'aventures et elle va devoir se replonger dans les secrets de famille avec ses sœurs parce que ce que j'ai surtout aimé là-dedans, ça gosse, hein? C'est mon lightning, il fait très noir dehors. Il approche 4 heures, donc il n'y a plus de lumière. J'ai hâte au printemps juste pour ça. Je disais donc que ce qui est cool là-dedans, c'est les relations entre les sœurs qui sont différentes, les relations familiales. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, de la sororité également. J'ai le tome 2 de la série, je vais certainement continuer. Je trouve ça choupi comme tout et j'aimerais beaucoup que ma nièce le lise. Pour tout ce qui est YA, je vais vous en parler rapidement parce qu'il y a 2 romans qui font partie de mes mentions spéciales et je vais vous en parler dans un vlog sur la Dark Academia. D'abord, j'ai beaucoup aimé Ace of Spades de Farida Abike Eyimide, qui est un thriller jeune adulte qui se passe dans une école. On a 2 personnages principaux, 2 personnages noirs qui vont dans une école qui est très blanche et qui est très high class. Chacun mène leur petite vie avec les enjeux qui leur sont propres, quand soudain apparaît Ace, qui envoie des messages à toute l'école pour révéler les secrets de plusieurs élèves et surtout ces 2 élèves-là. Donc, on va les voir tenter de résoudre le mystère, on va les voir essayer de collaborer ensemble, ce qui n'est pas nécessairement évident, et ça va traiter, bien entendu, de racisme. J'ai trouvé que ça allait un peu rapidement au début, c'était une affaire après l'autre, mais à partir du milieu du roman, ça m'a davantage plu et j'ai passé un bon moment de lecture. Finalement, un roman que je viens presque tout juste de terminer pour la même vidéo, il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn. Cette fois-ci, on est dans une école, mais on est plus dans un roman de urban fantasy en fait. C'est une jeune fille de 16 ans, elle arrive dans un early program dans une université et elle va être témoin de choses qu'elle n'aurait pas dû voir, ce qui lui rappelle que elle a peut-être déjà vécu ça, et pas n'importe quand, elle aurait vécu ça quand sa mère est décédée. C'est un roman qui parle du deuil, c'est un roman qui parle du traumatisme intergénérationnel des personnes noires et particulièrement dans le sud des États-Unis. Je trouve que c'est très bien traité. C'est omniprésent dans les pensées du personnage, mais jamais ça va dépasser l'histoire. Dans notre histoire, on parle de légende arthurienne, on parle également de la mythologie des Noirs américains, surtout du sud des États-Unis. Tout ça, c'est mélangé ensemble. J'ai mis un moment à rentrer dedans, c'est pour ça qu'il n'est pas un full gros coup de cœur, parce qu'au début, j'ai trouvé ça un peu long. Mais à partir de la deuxième moitié, ça décolle, j'ai beaucoup aimé la fin et je vais lire la suite. Donc, en fait, je viens de tout spoiler une vidéo. Ouais, c'est pas grave, hein? On va dire que c'est pas grave. On va maintenant passer au graphique. J'ai fait de très bonnes lectures graphiques cette année, mais comme je vous disais, j'ai fait des bonnes lectures en général. Je les ai pas tous parce que mes graphiques, je les achète assez peu. Je les prends à la bibliothèque ou j'en reçois quelques-uns des maisons d'édition. Donc, ceux que j'ai en ma possession, je vais vous montrer des images. Les autres, malheureusement, ça sera pas possible. Vous m'en voulez pas trop? J'espère. Je vais vous faire des beaux yeux pour me faire pardonner. On va donc commencer par Le Petit Astronaute, c'est de Jean-Paul Haid. Je l'ai lu au tout début de 2022. C'est une bande dessinée que j'ai adorée. J'ai aussi braillé ma vie, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous me suivez un peu, vous savez que de formation, je suis orthophoniste. J'ai travaillé presque toute ma vie en déficience motrice avec des enfants, donc des petits cocos qui avaient des enjeux au niveau moteur. Dans Le Petit Astronaute, on est exactement là-dedans. L'histoire commence avec une jeune fille et elle voit que leur ancien appartement, celui où elle a vécu quand elle était jeune, est alloué, est en visite libre.
Elle décide donc d'aller voir et à mesure qu'elle visite cet appartement-là, elle revoit des souvenirs d'enfance, dont plusieurs sont avec son petit frère qui était lourdement handicapé, qui avait des enjeux pour bouger, des enjeux pour communiquer et qu'elle imaginait comme un petit astronaute dans une bulle dans l'espace. C'est beau, c'est émouvant et surtout c'est tellement ça. Des petits astronautes, j'en ai connu plusieurs et c'est tellement le vécu des parents, des enfants, de la fratrie. C'est ça, c'est right on. Je l'ai fait lire à tout le monde à l'hôpital. Sincèrement, c'est une merveilleuse lecture. Je le recommande à tout le monde. Autre coup de cœur BD pour moi, c'est Tout seul de Chabouté. Et là, j'en entends penser. Mais tu viens juste de lire ça? Comment ça se fait que tu n'avais pas lu ça avant? Je répondrai de façon grandiloquente. Parce que j'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est tellement beau comme bande dessinée. On a donc un homme qui habite dans un phare, tout seul, depuis 50 ans. Depuis la mort de ses parents, il y a un capitaine qui est payé pour aller lui porter à manger toutes les semaines. Il l'a jamais vu, mais un jour, il y a un nouveau marin qui arrive avec lui et lui, on dirait qu'il est touché par cet homme-là et il décide de tenter d'entrer en communication. C'est un marin qui n'a pas eu une vie facile, qui a une histoire pas évidente et cette relation-là qui va se tisser petit à petit par écrit, ça va ouvrir tout un monde de possibles. Sauf que comment on fait pour aller vers le monde quand toute notre vie, on l'a jamais vu? Et on le fait seulement l'imaginer. Puis ce qu'on imagine, c'est tellement grandiose, c'est tellement fantabuleux. C'est une bande dessinée qui est très silencieuse, il y a quelques dialogues, il y a quelques bulles. Pourtant, l'atmosphère, c'est onirique, c'est beau, on entend le bruit des vagues. On a un personnage que j'ai trouvé magnifique. Oui, il voit les choses au premier degré, mais c'est tellement émouvant. Quand on le voit avec son poisson rouge, son dictionnaire, j'ai tellement trouvé ça beau. C'est pas parce qu'à date qu'elle est pas bien. Je la recommande. Une autre bande dessinée que j'ai beaucoup aimée et que j'ai lue il y a un petit moment, donc je sais pas si je vais être capable de vous en parler comme il faut, c'est Morgane et c'est de Kansara Effer, ou Kansara, bref, ces deux-là. Une réécriture arthurienne, c'est pas nécessairement évident, parce qu'il y en a tellement eu. Ici, on rencontre une Morgane extrêmement féministe et une Morgane qui veut se venger. Elle a été élevée comme une princesse, la future héritière du royaume, mais quand ça va y être enlevé, quand elle va réaliser qu'elle a été manipulée par Merlin, le personnage va évoluer, le personnage va changer, s'assombrir et elle va partir en quête de vengeance. J'ai adoré le graphisme. Ça commence tout en bleu, tout en noir, en violet. Il y a un côté très géométrique, un peu Klimt, je trouve. Et pour moi, je trouve que ça contribue parfaitement à l'atmosphère. On a une femme qui est en rage, une femme qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle réagit aux violences sexistes comme elle peut, et dans le monde où elle habite, elle n'a pas tant d'armes que ça, en fait. Tout le monde est écorché, les chevaliers de la table ronde, entre autres, y en prennent pour leur grade. On va dire qu'ils sont pas les preux chevaliers avec des roses des contes. Mais c'est normal, l'histoire est décrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? C'est très prenant, c'est plein de magie, de trahison, de mensonges. J'ai adoré ça, c'est super bien fait. Et on est chanceux, j'en ai un que j'ai. Il s'agit de La Cité oblique. Ça a été fait par Ariane Gélina et Christian Quesnel. Et c'est une réécriture Lovecraftienne de l'histoire de la Nouvelle-France. Ouais, ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est génialissime. J'en ai parlé souvent, me semble. Donc l'histoire, c'est l'histoire du Québec avec un texte qui est poétique, un texte qui a un côté mythique. Et on va rencontrer de nombreux personnages historiques, autant des Français que des Anglais. On a également les Autochtones qui étaient là, qui ne sont pas oubliés. Et ce que j'ai trouvé extrêmement cool là-dedans, c'est que les monstres, c'est tout le monde. Donc la twist au côté raciste, au côté xénophobe de Lovecraft, elle est vraiment là et ça, je trouve que c'est très très bien pensé. On est tous l'étranger de quelqu'un, on est tous l'autre de quelqu'un. Les graphismes sont excellents, c'est vraiment beau. En fait, c'est une totale réussite, cette bande dessinée-là. Une autre bande dessinée dont j'ai parlé à peu près 300 fois, c'est La Bibliomule de Cordoue. Elle a les pages bleues. Je me lasse pas de regarder le fait qu'elle a les pages bleues. Il m'en faut peu. On est donc ici à Cordoue, dans le sud de l'Espagne. On a un eunuque ainsi qu'une esclave qui travaille dans la grande bibliothèque de Cordoue, quand soudain il y a un intégriste religieux qui arrive au pouvoir et qui décide de brûler des livres qui sont considérés comme dangereux. Nos personnages principaux, aidés par le pire voleur de l'univers, vont partir avec une mule et des livres rares pour essayer de les sauver. Bien entendu, on parle du pouvoir des livres, on parle du savoir, de ce qu'on est prêt à faire pour les conserver. Tu sais, nos personnages ne sont pas équipés pantoute pour ce genre d'aventure-là. C'est du grand n'importe quoi. La mule, elle les met dans le trouble. Le voleur, quand je vous dis que c'est le pire, c'est vraiment le pire. C'est une histoire que j'ai adorée, c'est une histoire que je recommande. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos où j'en parle un peu mieux. Puis je vous ai dit, la tranche est bleue.
Une autre bande dessinée que j'ai envers moi, il s'agit de Contrapasso, les enfants des autres. C'est de Teresa Valero. Et pour avoir une idée qui est cette autrice-là, c'est l'épouse de Juan Canales, celui qui fait Black Sad. Là, grimpez pas dans vos grands chevaux, là. Je ne la limite pas à ça, loin de là. C'est juste parce que l'atmosphère qui se dégage de cette bande dessinée-là, ça peut un peu rappeler Black Sad. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si vous avez aimé toute la série Black Sad, garochez-vous là-dessus, c'est excellent. On est un peu dans la même ambiance noire. Ici, on est dans l'Espagne franquiste et l'autrice, elle va exploiter plusieurs problématiques sociales qui avaient lieu à ce moment-là. Vous voyez le lien avec Black Sad? En fait, c'est pas anthropomorphique ici, mais le reste, on est clairement dans le même univers. Là-dedans, on a une enquête qui se tient. Ça commence quand un jeune journaliste qui arrive de France arrive dans un journal et il se voit pairer aux faits divers avec un vieux journaliste qui est un peu désabusé, mais qui s'intéresse à certaines choses auxquelles pas grand monde s'intéresse, c'est-à-dire des meurtres de femmes. Cette enquête-là va nous mener complètement ailleurs, mais en gros, on a des journalistes sans liberté d'expression, un État répressif et des femmes qui meurent. C'est hyper bien fait, c'est prenant, tout le monde est écorché au passage et on découvre quand même un complot qui dépasse ce que plusieurs auraient cru. J'ai adoré ça, il y a un tome 2 qui sort. Sincèrement, il me le faut, même si l'enquête, elle se tient, il y a un lien clair entre les deux tomes, j'ai hyper hâte. Autre bande dessinée dont je vous ai beaucoup parlé, il s'agit du Cœur des femmes. C'est adapté par Aude Mirmillot du roman du même nom de Martin Winkler. Si vous avez peur de lire le gros roman, lisez la bande dessinée. Moi, j'avais beaucoup aimé le roman de Winkler, mais j'avais surtout apprécié les propos féministes, davantage que la trame narrative, entre autres relative à ce personnage-là. On a donc un personnage qui arrive dans une clinique médicale des femmes, alors que son but, c'est d'aller en chirurgie, c'est de charcuter. Les histoires de bonnes femmes? Très peu d'intérêt. Avec le docteur, ils vont donc faire un pacte, reste une semaine et on verra après. Parce que lui, dans le fond, il se dit, ses notes sont excellentes et moi, je vais surtout pas me faire chier à passer un mois avec quelqu'un qui veut rien savoir et qui fait chier mes clientes. On se doute que ça ira pas si mal que ça, hein? Dans cette bande dessinée-là, ça parle de violence gynécologique, ça parle de violence faite aux femmes en général, ça parle de la condition féminine en général, et le roman, il date de quand même plusieurs années. Ici, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, on propose certaines solutions, l'adaptation, elle est juste parfaite, et à la fin, on a quand même des ressources et une postface qui est actualisée. Sincèrement, homme comme femme, ça vaut la peine de lire ça. Autre bande dessinée assez géniale dont tout le monde a parlé, mais l'an dernier, il s'agit de Peau d'homme de Hubert et Zanzin, ou Zanzim. Un jour, je vais savoir comment prononcer les noms. Un jour. On est donc dans l'Italie de la Renaissance et Bianca doit épouser Giovanni. Sauf que la jeune femme, elle le connaît pas, puis elle aimerait bien ça savoir c'est qui avant de se marier. Sauf que sa famille a un secret, une peau d'homme, c'est-à-dire que quand elle la revêt, elle se transforme en mec. Et elle peut donc se promener librement dans la ville avec les privilèges masculins. Elle n'en demandait pas tant, surtout quand son fiancé va s'éprendre du jeune homme qu'elle devient. C'est tellement cool. J'ai tellement aimé l'idée d'explorer le genre et l'homosexualité dans le cadre d'une Italie hyper bigote. Le contexte historique, ça permet de grossir le trait. On a un prêtre ici qui a le péché bien ancré au fond de lui. Et en fait, le péché, bien entendu, c'est la faute des femmes, ces viles tentatrices qui pervertissent ces pauvres hommes qui sont dominés par leur bas-ventre. Bien entendu, c'est féministe parce que Bianca va réaliser assez rapidement que, quand elle est un homme, elle a légèrement plus de droits. Si peu. Puis c'est tellement hypocrite, là, c'est incroyable. J'ai adoré la fin, ça pouvait pas finir autrement. Et on a vraiment un plaidoyer pour l'égalité et pour pouvoir choisir nos partenaires amoureux sexuels, quels qu'ils soient. C'était excellent. Dernière bande dessinée avant de passer au manga. Je n'ai juste 3 des mangas, lâchez pas. Et cette bande dessinée-là, elle s'appelle Un train dans la nuit. C'est de Anne-Marie Saint-Cerny et les illustrations sont de Christian Canel, c'est-à-dire le même qui a dessiné La Cité oblique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc oui, BD, c'est l'année Christian Canel. Ou Quesnel. C'est une joke. Ici, c'est une BD reportage parce que l'accident de train de Lac-Mégantic s'est arrivé pour vrai en 2013 au Québec. Ça l'avait marqué tout le monde. C'était épouvantable. Et quand on lit cette bande dessinée-là, on a des graphiques qui sont fantabuleux, puis ils vont servir une histoire qui est enrageante, mais enrageante, là. J'étais tellement fâchée en sortant de ça. Donc la bande dessinée va expliquer un peu ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. On va comprendre les causes du déraillement de train, puis ceux qui sont en France puis qui m'écoutent, bien en fait, c'est le train qui a déraillé et qui s'est écrapouti au centre-ville pendant un party. Il a tué plein de monde. C'était horrible. On a donc une première partie qui raconte comment on en est arrivé là, et on a l'après. L'après qui bizarrement a été pas mal moins publicisé, et je pense que j'étais encore plus insultée.
Non, mais pourquoi c'est toujours les gros riches qui gagnent? Pourquoi? Oh. Dans la bande dessinée, on a une grand-maman qui raconte ce qui est arrivé à sa petite fille et ça permet de mettre des visages sur les gens qui sont morts. Ça permet vraiment de rajouter de l'humanité au récit. Est-ce que j'aurais aimé en avoir plus? Peut-être, mais c'était pas le propos. Mais l'indécence de tout ce qui arrive après, oh mon Dieu, c'est horrible. Parce que vous aurez deviné, la faute est toujours remise sur le plus petit. Hein. C'est jamais les gros qui vont prendre la responsabilité. Donc, si vous lisez cette bande dessinée-là, il faut être de bonne humeur à l'avance parce que vous allez sortir en crise. Je vous avertis. Finalement, je vais vous parler de 3 séries de mangas qui sont toutes les 3 très, très choupies. Ma nièce fait dire que je suis vraiment mainstream dans mes choix. Ça me fait tellement rire quand elle fait son ado. Il ne faut pas que j'utilise. On va commencer avec les carnets de l'apothicaire. Je les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns, mais ce qui est cool, ça veut dire que je vais en avoir encore à lire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là-dedans, on est dans l'équivalent de la Cité interdite. On est en Chine. On a une jeune fille qui a été élevée dans le quartier des plaisirs, mais qui avait un maître apothicaire. Elle va donc être vendue comme servante et être engagée dans le quartier des femmes de l'empereur parce que, imaginez-vous qu'il y a un meurtre. Et elle va se retrouver à tenter de résoudre ces mystères. Autour d'elle, il y a les diverses épouses. Il y a également un fort mystérieux eunuque. Et on ne connaît pas tant que ça ses motivations. Donc, à travers les tomes, on va voir évoluer Mao Mao, qui est notre personnage principal. On va la voir découvrir le palais impérial, ses rouages, son fonctionnement. Il va y avoir des mystères, des complots, des meurtres. Bref, c'est passionnant. J'adore cette série-là. Autre série dont tout le monde parle, j'ai l'Atelier des sorciers. J'aurais pu les mettre dans le bon ordre, ça aurait été plus cute. Pour ça, ma nièce est d'accord. Elle adore l'Atelier des sorciers. C'est un manga qui est hyper choupi et qui commence avec une jeune fille qui est fascinée et passionnée par la magie. On lui a toujours dit que la magie c'était un peu inné, alors quand un jour arrive un magicien et qu'elle le voit faire et qu'elle réalise que oups, peut-être que c'est pas tout à fait ça, il y a une petite lumière qui va s'allumer. Et un jour, il y a un mystérieux personnage qui va lui donner un livre de magie. Elle va essayer des choses et ça va pas bien aller du tout. Sa maman va se retrouver pétrifiée. Et pour la guérir, parce qu'il y a juste celui qui a lancé le sort qui peut le défaire, elle doit apprendre la magie et elle s'en va dans l'école de magie du fameux magicien qu'elle avait vu au début. Elle arrive là, elle manque de formation, elle va rencontrer divers personnages qui eux aussi veulent être magiciens mais qui sont beaucoup plus avancés. On va apprendre à les connaître, vivre toutes sortes d'aventures et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui veut les piéger. C'est super chouette, c'est super cool, les dessins sont mignons comme tout. Et finalement, une série dont je viens de recevoir 3 nouveaux tomes, donc je suis ravie. J'ai lu les 2 premiers de Frieren. J'ai peut-être même lu les 3 premiers. En tout cas, je n'ai lu quelques-uns. Et c'est un manga avec des dessins qui sont tellement détaillés, tellement beaux. Sérieux, j'ai eu un coup de cœur pour ce dessin-là. Quand on le commence, on se dit, bon, c'est la même histoire que d'habitude, c'est une quête de high fantasy, c'est pas hyper original. Mais en fait, non, faut pas s'arrêter à ça parce que c'est original. Les personnages qu'on voit ici, ils ont été des héros. Ils ont mené une grande quête, ils ont sauvé le monde, genre le Seigneur des Anneaux, là. Et après la quête, ils reviennent. On a 2 humains, on a un nain, on a une elfe qui est Frieren. Et l'histoire parle de qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'advient des héros après la quête? Et surtout, on a la perspective de l'elfe qui est un peu détachée de tout ça. Pour elle, le temps est extrêmement différent de pour les humains. Les choses n'ont pas la même importance. Elle est très, très légère dans ses sentiments, dans ses rendez-vous. Et à un moment donné, il arrive quelque chose à un de ses compagnons d'armes et elle va décider d'apprendre à s'attacher aux gens, d'apprendre à les aimer et de profiter d'eux pendant qu'ils sont là. Bien entendu, Frieren, elle va se ramasser dans une autre quête et elle va essayer de comprendre qu'est-ce que l'amitié, comment on s'attache aux gens. C'est vraiment chouette et c'est différent. Donc, je recommande. Et j'ai terminé pour vrai mes favoris de toutes les sortes. Bien entendu, je suis hyper curieuse de connaître vos favoris de jeunesse, vos graphiques préférés aussi parce que j'adore lire des graphiques. Vous me mettrez tout ça en commentaire parce que ça me fait plaisir des commentaires. Un autre truc qui me fait plaisir, ce sont les pouces, ce sont les abonnements, les partages. Sérieusement, c'est hyper apprécié. Et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine!